Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Yves Gégourel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux et également chercheur associé à l'OCP Policy Center. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui concerne toutes les économies du monde, car c'est la base même de toute économie, de toute consommation, industrie. Nous allons parler de matières premières en l'occurrence. Ces derniers mois, nous avons remarqué qu'il y a un rebond des cours des matières premières, notamment après des chutes de plusieurs mois maintenant, que ce soit pour les métaux industriels ou autres. Tout à fait. Si nous remettons ça en perspective, vous savez qu'il y a eu le super cycle des matières premières. On a vu le prix des matières premières, de quasiment toutes les matières premières, augmenter très fortement de 2003 jusqu'à 2012. Et puis à partir de 2012, un plateau légèrement descendant et puis une baisse des matières premières non renouvelables type minerais et métaux à partir de 2012 et une chute considérable des prix du pétrole à partir du deuxième semestre 2014. Donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un retournement de tendance. On a véritablement touché un point bas autour de novembre 2015, mars 2016 et aujourd'hui effectivement les prix remontent. Alors en pourcentage ça fait des bonds considérables si on regarde le prix du zinc, si on regarde plus récemment le prix du cuivre notamment. On reste quand même à des niveaux qui sont des niveaux assez faibles. Assez faible. Vous avez évoqué le pétrole, en tout cas, il y a eu certes un rebond symbolique si on compare à la barre des $100 sur laquelle beaucoup d'économies se basent pour établir, ou en tout cas de pays se basent pour établir leur budget annuel. Est-ce que, selon vous, on pourrait revoir un baril à $100 dans les mois qui viennent, en 2017 peut-être? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Alors vous savez, nous les économistes, en matière de prévision, en tout cas sur les prix du pétrole, nous sommes souvent trompés. Néanmoins, je ne crois pas me tromper en vous disant qu'a priori non. Pourquoi? Parce que la problématique aujourd'hui pour l'OPEP notamment, c'est non pas de faire augmenter les prix, mais de les maintenir dans une bande de fluctuation autour de 50, 60 $ le baril. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les prix remontent trop, et il faut se rappeler de ça, à partir du moment où les prix remontent trop, eh bien des productions, notamment des États-Unis, vont repartir et ça va créer de l'instabilité. Donc le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de stabiliser les cours. Et je ne crois pas qu'on ait un intérêt à réduire suffisamment l'offre pour faire augmenter les prix. Alors justement, cette chute du baril a eu des effets néfastes sur beaucoup d'économies, en l'occurrence certaines économies africaines tirant même la croissance du continent vers le bas, tandis que d'autres économies du même continent ont des performances juste extraordinaires, des économies qui ne dépendent pas du pétrole ou des hydrocarbures. Est-ce que c'est une diversification de leur économie qui doit se mettre en place, vu qu'on continue sur cette lancée d'un baril bas? On évoque ici la question de la malédiction des matières premières. C'est-à-dire qu'a priori, être doté en pétrole, être doté en ressources naturelles, c'est une bonne nouvelle. Sauf que si vous ne managez pas la rente de façon efficiente, si vous ne travaillez pas à la diversification de votre économie, bien évidemment, puisque les prix des matières premières sont relativement volatiles, il y a une volatilité de l'offre, il y a une variabilité de l'offre, il y a une variabilité de la demande, donc il y a une variabilité des prix. Et si vous ne travaillez pas à la diversification de votre économie, vous pouvez vous retrouver dans une situation macroéconomique tout à fait difficile lorsque les prix chutent. Alors, vous venez de parler justement de cette volatilité. Il y a la Chine. Ces 50 dernières années, la Chine a été parmi, en tout cas avec les États-Unis, parmi les plus grands consommateurs de matières premières. L'économie chinoise s'essouffle. Du coup, on remarque qu'il y a un effet et sur la demande et par ricochet sur le prix de ces matières. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a toujours vu historiquement la Chine comme un consommateur important de matières premières. C'est le cas. La Chine, c'est un débouché extraordinaire
pour quasiment toutes les matières premières, mais dans le même temps, la Chine est un très gros producteur de matières premières. Et donc à partir du moment où la demande interne chinoise diminue, vous avez un pays qui a des capacités à l'export qui s'installent et qui font que les prix chutent au niveau international. C'est vrai sur l'aluminium, c'est vrai sur l'acier. Et donc il y a cette instabilité qui est liée à la situation macroéconomique chinoise. Alors instabilité parce que le modèle économique chinois aujourd'hui évolue vers une économie qui était basée sur de l'industrie et qui switch maintenant de plus en plus vers les services. Alors, il y a d'autres économies qui font le switch contraire, à savoir la transformation de ces matières premières qui sont sous leur sol. Au lieu de les exporter en tant que matières premières brutes, eh bien, on en fabrique un produit fini ou semi-fini qui sera utilisé peut-être dans d'autres industries. Est-ce que c'est le cas en Afrique aujourd'hui? Oui, il y a cette dimension-là, il y a cette volonté politique, il y a cette volonté économique de transformer plus de matières premières localement. Après, la question est une question complexe parce qu'en fonction de la matière que vous considérez, les réalités vont être différentes. Le Maroc, vous le savez bien, transforme maintenant beaucoup de roches de phosphate en engrais et ça, c'est un modèle de réussite. Ce n'est pas forcément vrai pour tous les pays. Je crois qu'il y a un pays clé qui est par exemple la Guinée. Vous savez que la Guinée est abondamment dotée en bauxite et l'idée serait de transformer davantage cette bauxite en alumine et idéalement en aluminium. Mais il faut pour ça avoir beaucoup d'électricité. C'est une des problématiques de la transformation en Afrique, la question des infrastructures énergétiques et la question des infrastructures de transport. Donc dans l'absolu, effectivement, c'est une bonne idée. Après, il faut des prérequis pour ça. Et l'autre point important, c'est qu'il faut faire bien attention à ne pas sauter d'une matière première à une autre. C'est-à-dire que lorsque vous transformez de la bauxite en alumine, il faut bien vérifier que votre marge de transformation est suffisamment confortable et suffisamment stable pour qu'elle puisse nourrir votre économie. Ce qui n'est pas toujours le cas et c'est une question qu'on doit se poser. Alors, au-delà des métaux, il y a aussi des produits agricoles. Je prends l'exemple du cacao, par exemple pour le Cameroun. On produit du cacao au Cameroun, on ne peut pas le transformer plutôt en chocolat. Donc il y a bien je ne généralise pas, mais en tout cas, il manque ce pas à franchir, en tout cas, entre un pays exportateur de matières brutes, de matières premières, en produits transformés. Oui, parce qu'il faut un savoir-faire, mais vous savez, entre la fève de cacao et le chocolat, il y a un certain nombre de sous-produits, il y a le beurre, il y a les tourteaux, ainsi de suite. Et donc, la transformation peut se faire de manière progressive, cette montée en gamme peut se faire de manière progressive. Après, derrière tout ça, il y a la question de pour satisfaire quelle demande? Et je crois que c'est aussi une des problématiques pour l'Afrique. S'agit-il de satisfaire une demande internationale ou doit-on s'appuyer sur la demande africaine? Et je pense qu'une des clés du développement de l'Afrique, c'est bien la demande africaine. Alors, parce que le constat est clair, l'Afrique ne consomme pas ce qu'elle produit et produit ce qu'elle ne consomme pas. Pas suffisamment en tout cas. Pas suffisamment. Est-ce que, là on reste en Afrique, le pétrole ou l'agriculture aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des choix à faire entre le pétrole et l'agriculture. Je pense qu'il faut aller là où sont vos avantages comparatifs. Mais encore une fois, il faut capitaliser sur vos acquis et puis il faut diversifier votre économie. Je pense que c'est la clé. Vous avez, je parle en investissement. Mais la question des investissements, elle est extraordinairement complexe parce que tout va dépendre en réalité des niveaux des prix futurs et vous ne savez pas si ces prix seront élevés ou pas. Je pense qu'on est sur des cas aujourd'hui trop généraux pour statuer plutôt pétrole, plutôt agriculture. Je pense qu'il y a une dynamique, je sens une dynamique positive sur le continent africain et c'est là-dessus qu'il faut clairement investir. En parlant d'investissement et en parlant d'investisseurs, est-ce que l'or aujourd'hui est toujours une valeur refuge? L'or, la dynamique du prix de l'or
n'est pas des plus favorables aujourd'hui. Vous savez que l'or répond à des problématiques géopolitiques, mais c'est un marché qui est assez complexe parce qu'on a souvent tendance à parler, c'est une évidence, de l'or comme une matière première, mais l'or est aussi bien une matière première qu'une devise, ce qui rend l'appréhension de sa réalité tout à fait compliquée. Je pense que oui, on a une dimension clairement safe haven dans l'or, il y a cette dimension-là. Après, ce n'est pas le seul actif qui permet de se protéger contre l'instabilité géopolitique. Aujourd'hui, ce qui fait, à mon sens, une des faiblesses du prix de l'or, c'est les politiques monétaires. Vous savez qu'il y a du cash en abondance encore aujourd'hui, et c'est ça qui va déterminer, à mon avis, la dynamique des prix futurs. Alors, si les États-Unis, si la Fed américaine décide, effectivement, comme tout le monde le spécule en ce moment sur les marchés, si la Fed décide de relever ses taux, elle le fera. C'est une question de quelques jours, si ce n'est de quelques semaines. Donc si la Fed décide de remonter ses taux directeurs, cela va directement impacter l'or et peut-être d'autres matières premières ? Oui, parce que derrière la politique monétaire américaine, vous avez la valeur du dollar. Bien évidemment que les taux directeurs américains ont une influence sur la parité du dollar vis-à-vis d'autres monnaies. Or, l'essentiel des matières premières, le cacao peut être mis à part, c'est un cas un tout petit peu particulier, mais l'essentiel des matières premières sont achetées en dollars et donc il y a une corrélation entre le prix du dollar, même si elle n'est pas systématique, mais il y a une corrélation entre les prix du dollar et le prix des matières premières. Je vais juste terminer avec un petit mot sur l'Afrique. Est-ce que maintenant l'Afrique a besoin de sa propre bourse des matières premières ? Quand on parle de bourse des matières premières, qui soit africaine. On entre dans une dynamique extraordinairement complexe. Ce que je sais, c'est qu'une bourse des matières premières, c'est avant tout la capacité à donner un prix à une matière première et un prix public. Et il y aurait effectivement... On ne serait pas capable en Afrique de faire cela ? Il vous faut des infrastructures. Je ne crois pas que ce soit capable ou pas, c'est qu'il vous faut des infrastructures bancaires, il vous faut des infrastructures financières, il vous faut une culture financière pour ça. Aujourd'hui, historiquement, les marchés sont des marchés américains et sont des marchés, dans une moindre mesure, britanniques. Vous avez une explosion des marchés chinois, vous avez des places comme Singapour qui s'installent. Je pense qu'effectivement, l'Afrique doit absolument se poser la question du développement de bourses de matières premières. Vous avez des bourses de valeurs mobilières, mais il faut se poser la question, dans une logique de politique publique, de bourses de matières premières. Après, me semble-t-il, le chemin est encore long, mais il faut des stratégies de long terme, bien évidemment. Yves Jégoura, je vous remercie pour cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV. Merci.